Tout ce que j'ai appris, c'est tout dû d'apprendre en observant. Mon père n'avait jamais le temps de m'occuper de moi, puis dire il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça. Il expliquait une fois, il fallait le comprendre, sinon ben, c'était à claque ou à coup de pied à quelque part. Hein. Il a déjà fallu travailler depuis l'âge de 8 ans. On avait l'atelier, donc on avait le Tincrimpagne et l'atelier de Charon. On était 4. C'était l'aîné, donc. Là, mais il y a des différences entre les enfants. C'est ça qui est malheureux. Moi, j'étais le domestique, quoi. Mon père est mort en 18. On était déjà une grande famille, là on était 9, enfin 8. La dernière n'était pas née quand mon père est mort. Et puis les aînés, ils avaient 16, 15 ans. Et puis alors, bien sûr, la mère elle avait des difficultés parce qu'il n'y avait pas d'œuvre sociale à ce moment-là. Alors on était placés 3 frères ici à l'orphelinat. Mes 2 frères sont déjà venus en 19. Et puis moi je suis venu en 23. Et puis j'ai un de mes frères qui était justement, je suis arrivé dans cette maison chez le jardinier ici, où on est actuellement maintenant. Alors on était habillés assez rudimentaires, comme ça, on avait du pantalon court, chaussettes courtes, et puis pas de camisole, pas de caleçon, juste une blouse, puis on allait toute l'année comme ça. On ne souffrait pas tellement du froid, mais plus facilement du manque à manger alors. On n'avait pas tellement de nourriture parce que le matin, on avait juste une tasse de café puis un morceau de pain, c'était tout. À midi, ben, on avait du légume, un peu de viande et puis la soupe. Puis le soir, ben, on avait 2 morceaux de pain avec une ration de mélasse et puis c'était tout. Mais j'entends des jeunes comme arriver à l'âge de 10, 12, 13, 14 ans, ben, ça ne suffisait pas. Hein. Alors on allait toujours réclamer vers la mère de famille si elle pouvait pas nous donner un morceau de pain. Mais comme le pain était rationné, alors elle ne pouvait pas nous en donner plus qu'il recevait depuis la boulangerie. Alors on allait toujours, comme on allait à l'école, on arrivait à l'école, on disait pécler. On péclait aux gamins du village. T'as une pomme pour moi, ben, t'as un bout de pain pour moi. Oh ben j'ai oublié, ben, je t'apporterai demain. Toujours comme ça. Ou bien alors on allait à la maraude. Quand il y avait des fruits, on allait à la maraude pour pouvoir manger. Comme on n'avait pas assez à manger, souvent c'était encore, il nous disait aller au lit sans souper, ou bien que de la soupe à midi, ou bien comme ça. Ou bien alors il y avait encore une autre punition, c'est qu'on devait écrire des lignes. Alors moi je me souviens, en hiver, j'en avais 5000 à écrire. Et puis il en revenait toujours d'autres, bien sûr. On était 16 orphelins, et plus les enfants des pères de famille, de la mère famille. Alors on était 18 ici, dans la maison. Ben, le matin on se levait à 6 heures, après c'était déjeuner à 7 heures, il fallait faire les souliers, que ce soit propre pour aller à l'école, habiller proprement, se laver et tout, mais il n'y avait pas, il fallait se laver à la cuisine, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain ou d'évier où on pouvait aller, c'était tout à la cuisine qu'on se lavait. Et puis alors, le samedi, alors c'était les punitions, c'est là que ça se réglait. C'était, on appelait ça le carrousel. Le père de famille, là, un fouet, une manche de fouet. Et puis il disait, alors toi, t'as pissé combien de fois au lit pendant la semaine? 3 fois, bon, alors ça fait 5 coups de trick par fois, alors ça fait. Puis alors on tournait, puis il faut qu'un coup de trick à tout le monde. Moi je me souviens un dimanche, c'était au mois de janvier, il avait neigé, il avait une bonne couche de neige, puis elle était mouillée. Puis il y en a un des orphelins qui s'était sauvé de l'orphelinat. Puis il est allé dans les champs avec ses pantoufles, puis il y a les gamins qui ont tracé après, puis ils l'ont ramené. Alors le directeur, il l'a fait déshabiller à la porcherie, puis un grand coup de jet d'eau froide qu'il a. Or, quand on n'avait rien à faire au jardin, c'était assez rare, soit le dimanche ou bien le samedi, des fois on pouvait. C'était notre folie, c'était de jouer au marbre, les meutes, on appelait ça les meutes. Pendant les vacances, il fallait travailler continuellement au jardin. Il fallait aller labourer, désherber dans tous les coins, il fallait toujours travailler.
Et puis on ne pouvait pas aller en vacances à la maison, même ma mère était encore là, on ne pouvait pas y aller en vacances à la maison. Même que ma mère aurait demandé pour qu'on puisse y aller une semaine ou deux, il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas sortir l'orphelinat. Normalement, l'apprentissage, ça devait faire 3 ans à ce moment-là. Il me met dans une place où il a fait un contrat de 2 ans. Pour quelle raison? J'en sais rien. Alors au bout de 2 ans, moi j'ai dû partir là, puis j'avais pas de diplôme, rien du tout. Puis heureusement que j'ai pu aller à la maison d'éducation. Là, la mère du directeur a demandé à un autre jardinier s'il était d'accord de me reprendre pour avoir passé pour avoir le diplôme de jardinier. Puis ça a joué, mais après il a fallu se débrouiller de par soi-même. Parce que comme il m'avait placé à la bourcarderie, là, j'ai tout de suite vu que j'apprenais rien du tout, parce que il fallait aller à la forêt. Pendant l'été, l'automne, tout l'hiver, j'étais continuellement derrière au bûcher pour faire du bois, scier, fendre presque toute la journée, sortir, fumer, puis jardinage, il n'y avait pas grand-chose comme jardinage à faire. Qu'est-ce que je voulais apprendre? J'allais au cours à Neuchâtel, et puis il y a bien des choses que je ne savais pas. Pourquoi? Parce que le patron, il n'avait pas tout ça. Puis je ne pouvais pas apprendre chez lui. Mais si ça n'allait pas, alors, c'était sans rémission, c'était domestique de campagne alors. Là, alors, tout le monde, presque chaque orphelin, ben, il passait comme domestique. Alors, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait l'apprentissage avec mon père. Je voulais aller apprendre l'allemand. Il n'a pas voulu. On n'en a pas besoin. Parce qu'il fallait perdre pour mon métier, pour à Charon, parce qu'il fallait perdre 1,5 jour par semaine pour aller à Vienne, pour l'école professionnelle, il n'a pas voulu. Je ne l'ai pas fait, il n'en a pas besoin. C'était tout des combines comme ça, il ne voulait pas. Il fallait être à la maison, travailler pour que ça rapporte. Et puis ce que j'avais, moi, j'étais un grand lecteur déjà. J'aimais beaucoup lire en même temps. Ça fait qu'il ne pouvait pas supporter que j'étais des fois sur les livres ou n'importe quoi. C'était une question. Il ne voulait pas, c'est pas. Il était conservateur et il ne voulait pas qu'on se développe. C'est ça. Alors, quand je suis sorti de l'école, sachant jouer du violon, j'ai pu entrer avec mon oncle qui était de l'orchestre de paroisse, j'ai pu entrer direct à l'orchestre de paroisse. Et avec l'orchestre de paroisse, je suis entré à l'Union chrétienne, la Croix-Bleue, le moniteur d'école du dimanche, des cadets et tout. Et c'est ça qui m'a aidé dans la vie, qui m'a permis de me développer et de partir. Bon, je n'ai pas pu choisir ce que je voulais. J'ai dit, j'aurais aimé faire des études, moi. Je voulais y aller comme missionnaire, artisan, des choses comme ça. C'était mon idée, quoi. Et puis on m'a dit, voilà le rabot et voilà la bourrette pour l'écurie. Il n'y a pas question. C'était l'aîné, il fallait que rester à la maison. Puis nous, quand à ce moment-là, on était encore sous l'impression de l'instruction religieuse. On a ton père, était ta mère, tes parents et tout. Et ce que ça donne, hein? Alors, à ce moment-là, mes parents ne voulaient pas que je me marie. J'aurais voulu que je reste le domestique de toute la bande. Et puis, j'ai quitté. Alors, déjà, en 1939, devant mon amour, je suis parti. Je file, j'en avais assez, j'ai dit, oh, je reste tout dans cette baraque. J'ai arrêté de travailler pour rien avoir, pas de salaire, rien du tout, juste l'argent de poche. Au début, j'avais 5 francs par mois, puis après 10 francs. Qu'est-ce qu'on veut faire à 30 ans avec 10 francs d'argent de poche? Impossible. En 40, là-devant, après, quand j'ai trouvé ma femme, donc, elle était justement en service à la cure. Je la connaissais déjà plus ou moins avant, puis on a commencé à fréquenter. Puis à Noël, on s'est fiancés, puis au mois de mai, le 10 mai 41, on s'est mariés. Ouais. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien, j'avais jamais eu de paye. Jusqu'à 33 ans, j'ai jamais eu de salaire. C'est pas avec les 10 francs d'argent de poche que je pouvais aller bien loin. Bon, le pasteur le jour, il a trouvé une place à la Béchère, donc à la fabrique de machines à Moutier.
Eh bien, j'ai commencé au mois de septembre 41, et puis j'ai été jusqu'en 48. Un chef qui était un peu lunatique. C'était un homme capable, mais il était lunatique. Parce que ceux qui ne faisaient pas partie de la gym, il était président de la gym de Moutier. Ceux qui ne faisaient pas partie de la gym, ben, c'était pas ses amis. Hein. Quand j'ai trouvé le patron, le chef, j'ai dit, écoutez, si vous ne me changez pas, je pars, pas j'en ai assez. À la ferme, opposant, j'ai commencé le 8 février 58. Au foin, il n'y avait pas de dimanche. Ils ramassaient tous les grosses du centre, puis les amenaient là-haut. Alors la femme devait faire le dîner pour tous. Il y avait le thé, alors les 4 heures et tout. Puis des fois qu'on le soupait. La mère, Donzelle, les cocolets, ils étaient à la maison. Hein. Ces enfants chantaient qu'il fait beau vivre quand on revient chez soi. Et puis on avait du plaisir avec ces enfants. Moi, je tâchais de leur faire un petit dessert, ce qui n'était pas autorisé. Et puis, mon mari devait donner un peu moins de lait au veau. Puis je pouvais faire des crèmes. Vous voyez, quand un enfant avait une difficulté ou bien qu'il avait reçu une rossée, ils partaient, hein, ils voulaient plus. Puis ils allaient dans la petite manche. Puis quand même, quand il pleuvait, ils revenaient tout bouillés, ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient pas. Ils auraient dû mourir de froid ou bien de faim. Puis après, ils venaient, et puis là, ben, je leur faisais à manger, ou bien j'avais toujours des œufs au plat. Et ils devaient descendre. Je dis, vous faut aller, puis je veux téléphoner, que vous arrivez, que pas qu'ils vous cherchent. Et puis ça fait qu'ils redescendaient. Comme il y avait Marc Schlaf, il aimait lire, il aimait l'étude, mais il ne voulait pas travailler. Puis une fois, il avait fait chaud l'après-midi, puis lui, il leur donnait chacun un coin à tourner, puis il n'avait rien fait. Ça fait qu'ils ont dit, ben, tu ne viens pas prendre tu n'auras rien cet après-midi. Puis les chefs ont dit, il faut tout débarrasser la table. Ça fait que j'ai tout débarrassé, mais j'ai laissé, il y avait au moins peut-être plus d'1 litre de thé encore dans un pot, du pain, du fromage. Puis je me suis dit, il veut bien s'approcher de la table. Ça fait que moi j'ai été laver ma vaisselle, puis tout à coup je l'ai vu il a bu ce thé presque d'un trait, tellement il avait soif. Mais c'est très drôle, c'était quand même un orgueil qu'ils avaient. Hein. Ils voulaient faire à leur idée. Comme ils auraient dû aider à faire la vaisselle entre midi et 1h, il y en avait toujours 2, 3 qui auraient dû m'aider. Mais moi, je trouvais qu'il devait avoir un peu de la liberté, j'aimais me faire moi-même, puis si j'avais le temps, ben je leur...
C'est très drôle. À ce moment-là, en ces années-là, je pouvais encore toujours aller ramasser des framboises pour un dessert. Mais maintenant, les framboises, elles mûrissent à la fin d'août. C'est très drôle comme les années sont venues plus retardées. Et puis là, qu'est-ce qu'ils étaient contents quand ils avaient des framboises. Puis c'était droit derrière la maison que je pouvais aller dans la forêt. Puis j'en avais d'abord 3 kilos. Et puis après, il y avait du dessert pour tout le monde. C'était de leur trouver des desserts, c'était ça. Excusez-moi, on va un petit dessert après le dîner. Et puis tes caramels le soir. Hein? Oh, puis les caramels le soir. Je faisais le travail d'une maman, puis c'était tout. Et puis le soir, quand on avait fini, s'il faisait mauvais temps, ou bien s'il faisait froid, un peu le soir, des fois ça arrive l'été, alors les enfants jouaient à la cuisine avec la femme, à des jeux. Puis nous, les hommes, on était à la chambre, on faisait ça, on buvait un verre, puis les enfants avaient du thé à la cuisine. C'était leur plaisir, ça. Ou bien je faisais des tablettes à la crème. Alors, c'était leur plaisir de venir couper ces tablettes, puis marcher là, dans cette feuille à gâteau, les tablettes à la crème. Hein. On cherchait toujours à avoir un commentaire qui faisait du plaisir pour les points, parce que plutôt avec les anciens, c'était ceux qui étaient punis qu'aller là-haut. Une fois qu'on était là-haut, ceux qui étaient punis restaient en bas, puis les autres en haut. Le grand-père, le grand-père, et puis la grand-mère. Oh, des fois, il le disait autrement. Quand j'allais les réveiller le matin, il me disait pas ça. Hein? Ou bien que j'étais en train en secouer comme il faut, hein, il ne me gênait pas. Parce que moi, comme éducateur, je n'aurais rien valu. C'était trop rude. J'avais cette tendance de mon père. Il fallait qu'on m'obéisse tout de suite. Mais ça n'allait pas. Hein? Tandis que la femme, c'était là. La femme était patiente, qui prenait tout. Pour moi, c'était un ange. Hein? Elle était douce, tout. Elle savait nous prendre, tout. Puis les enfants, la même chose. Elle savait les prendre. 1er septembre, coup de téléphone de Mario Bourquin ici. Dis, tu pourrais passer au bureau, Lucien? Ouais. J'arrive à 11h. Il me faudrait un aide au jardin. Après, je me suis trouvé tout seul au jardin. Avec le jardin, la conciergerie et le menuiserie. J'ai fait les 3 postes ensemble. J'ai été 7 ans au jardin. Je livrais tous les jours l'été 30 kilos de légumes. On en mettait des laitues, des épinards, on en mettait 300 kilos chaque année au congélateur. Les haricots, c'était dans les 600 kilos qu'il fallait ramasser à longueur de journée. Parce que c'était la saison des prunes. Alors à ce moment-là, j'en mettais 1200 kilos à la cuisine, tout trié. Avant, il y avait eu les abricots, justement. J'en achetais comme ça 1200, 1500 kilos toutes les années aussi pour mettre en bocaux, en conserve. Alors tous les déchets, je mettais tout en tonneau, moi. Les noyaux, les déchets, j'étais tombé comme ça. Puis j'allais prendre comme ça le quart d'un sac de sucre que je vidais sur mon tonneau qui ne se garde pas. Jusqu'au moment des prunes, puis après je finissais mes tonneaux avec des prunes, des vilaines, tout ça, des déchets. Donc j'en avais 1200 kilos, j'en avais assez, alors je mettais tout le reste. Mais j'en avais toujours sur la table. J'avais toujours des fruits frais. J'y mettais 3000 poros en jaune dans la couche pour en avoir l'hiver pour les blanchir. Les laitues, des salades aussi, pain de sucre, tout ça. Les carottes, j'en mettais 1000 kilos dans la couche aussi, dans le sable, tout couvert, on pouvait prendre. Racines rouges, tout. On faisait la choucroute, 200 kilos de choucroute, 2 tonneaux, un drap. Tout ça, c'est nous qu'on faisait avec la femme. Je ne regrette pas le travail, on ne regrette pas le travail qu'on a fait, parce qu'on le faisait pour le bien des enfants et de la maison. Ça, c'était notre but. Quand on a pris un poste, c'est de le tenir consciencieusement. Hein?
Mais on vit dans ce qu'on fait. Et ça a toujours été notre habitude, depuis tout jeune. On vit dans notre travail, on est là. C'est notre, si on veut, c'est comme un missionnaire qui vit dans sa mission, c'est la même chose. C'était notre plaisir, c'était du plaisir de faire ce travail malgré qu'on était peu payé. On le disait. On ne s'occupait pas des vacances, on ne s'occupait rien du tout. Comme homme, déjà par cette sorte de sérénité, par cette sorte de force tranquille, un peu braillante, quelquefois, oui, mais quand même bien là, et puis par sa constante, par sa manière d'être un personnage très bien défini. Déjà de cette façon-là, je pense que il était quelqu'un de sécurisant. Donc, je vois une relation directe entre cette sécurité, ce contact sécurisant, bienfaisant, chaleureux aussi, et puis l'éducation, parce que finalement, l'éducation, c'est sûrement de permettre à quelqu'un dans une relation d'être bien dans sa peau. Avec Lucien, j'ai l'impression que rares sont les gens qui peuvent avoir été mal dans leur peau. J'ai l'impression qu'au contraire, il faisait du bien. Alors de ce fait, je crois que c'est un contact qui a dû jouer son rôle à notre insu, à l'insu de pas mal de gens, et Lucien Donzel probablement aussi, mais qui est bénéfique, qui porte des fruits. Je pense aussi d'une manière plus précise, alors il a appris à pas mal de gosses qui ont bossé vers lui, peut-être pas des choses immédiatement utiles pour leur futur, dans le sens que semer des carottes, c'est pas utile pour tous les gamins maintenant, mais cueillir des fruits non plus. Mais disons simplement leur apprendre un moment de patience, un moment de boulot, un moment même de relation où on se dit rien, mais où tout simplement on est peut-être content, puis il leur disait aux gosses à la fin de la journée. C'était quand même une manière dont je me souviens très précisément, leur dire, ben on a bien travaillé, on a rempli tel et tel panier de légumes ou de fruits, etc. Ou bien de leur dire, ce soir, grâce à ça, à la cuisine, il y aura du gâteau, il y aura, enfin, c'était un peu sa façon simple d'exprimer les choses, mais des choses qui, je crois, touchaient les gosses, leur parlaient. Un Lucien plein d'attention, qui, je crois, d'une manière sensible, pigeait parfaitement ce qui se passait, mais capable d'intervenir très violemment s'il le fallait. Donc, par cette attitude, pas forcément le confident. J'ai aussi le sentiment que, sous cette rudesse, il cache d'ailleurs, parallèlement à son amour du bois, mettons, un amour du bois des autres, c'est-à-dire du bois des gamins et puis du bois de pas mal d'adultes aussi. Il y avait déjà beaucoup d'éducateurs qui allaient vers lui pour faire du mobilier soit directement pour eux, soit pour leur groupe éducatif, parce que à l'époque notamment on avait les nouveaux bâtiments du centre pédagogique qu'il fallait aménager, qu'il fallait meubler, et puis là on est allé alors très joyeusement chez lui, à qui mieux, à tour de bras, à tour de journée, etc. Je crois que son agenda devait être absolument plein de mois en mois, parce qu'on y allait tous, je crois que... Et puis, justement, dans cette part de Lucien qui est peut-être la plus facile à partager, c'est-à-dire son travail, il y a un contact extraordinaire qui s'établit. Les éducateurs regardaient Lucien avec une certaine admiration pour tout ce qui touchait son domaine, le bois,
le jardin, justement faire pousser des plantes avec pas mal de science, etc. Un bonhomme qui finalement, bien qu'étant essentiellement un manuel et un terrien, possède malgré tout une certaine quantité de connaissances générales, culture, etc. C'était une relation qui était teintée de respect de la part des éduques. Et puis, alors quand Lucien se mêlait de nos affaires éducatives, effectivement, là, sourire en coin du style écoute, on te fait confiance pour tout ce qui est ton jardin, ton domaine, etc. Mais tu sais, notre domaine, notre boulot est suffisamment compliqué pour que on ait des colloques et ils ne suffisent pas, un psychologue, un psychiatre, etc. Finalement, le bon sens, quelquefois, il me semblait que nous, on l'avait presque un peu perdu à force de vouloir avoir affaire à des spécialistes d'une part et puis aussi des idées spécialisées. Puis je pense que Lucien, je crois quand même me souvenir de ça, une ou deux fois lui dire de nouveau, mais il suffit de leur donner un bon coup de pied où je pense, ou bien tu leur flanques une bonne paire de gifles, puis tu verras déjà si ton gamin va pas marcher droit, etc. Puis l'éduc, voyant que Lucien s'enferrait dans son système, reprenait son système théorique, etc., de praticien du gosse, et puis la séparation persistait dans ce domaine. Mais disons, il y avait tellement de points de rencontre encore par ailleurs que même s'il y avait cette excavation là-dessous, ça ne tirait pas à conséquence. Et malgré tout, chez Lucien, bien que quelquefois on ait été tangent dans ce rapport, j'ai toujours eu l'impression que finalement, c'était bien qu'il soit là parce que simplement il y était en toute... il avait le droit d'y être, je ne sais pas comment l'expliquer, en toute tranquillité. Il ne gênait personne, moi il ne m'a jamais en tout cas gêné. Et puis il amenait son gros rire, son grand rire dans des assemblées qui étaient quelquefois de visages abattus. On voit volontiers d'ailleurs les éducateurs, c'est un peu le profil qu'on en a quelquefois, le personnage qui est en train de tirer sur sa clope et puis qui rumine un grave problème, c'est son droit, mais enfin, parmi une équipe d'une dizaine de personnes comme celle-là, un Lucien Donzel qui s'esclaffe et puis il a sa manière très forte de rire, etc., d'être bien assis et solide, ben ça faisait du bien, c'était très chouette. Et puis, bon, c'était aussi le bonhomme qui, chose frappante, extraordinaire quand même, à son âge, a toujours été de toutes les bastringues, de toutes les fêtes, de toutes les foirinettes du centre pédagogique aussi, puis ça compte. Les beaux moments qu'on a pu passer avec Lucien et qui, sans Lucien, n'auraient pas été ça. Et puis en plus, la fatigue aidant, et bien malgré tout, cette fatigue, il l'oubliait pour venir jouer, se récréer, etc., se marrer avec nous. Je trouvais ça fantastique. Quand je pense à Madame Donzel, souvent dans des petites réunions où on prend le thé à 9h le matin, l'après-midi, etc., ou dans des moments de loisirs, de soirée, etc., on l'a entendu dire « mais voyons Lucien ». C'était sa façon de lui dire « tempère-toi mon bonhomme, je t'en prie », mais d'une façon absolument calme, paisible, etc. « Mais Lucien, mais non Lucien, mais non, pas comme ça Lucien ». Enfin bon, c'était assez sympathique. Et puis lui, quelquefois prêtant l'oreille, puis rectifiant, ou bien alors continuant à foncer, parce que précisément, cette impétuosité de Lucien, quand elle est vraiment bien lancée, on ne l'arrête plus. Puis les mais non Lucien n'y disaient plus rien non plus à ce moment-là. Pour un éducateur, c'est une tâche difficile maintenant, parce que maintenant, où il y a profusion de tout encore, puis l'enfant n'écoute pas beaucoup. Il faut toujours qu'il soit derrière, ne fais pas ceci, fais attention à ci, toujours éducateur, je ne voudrais pas être. Franchement parler. Déjà, j'aurai plus d'enfants à la fin de l'année. Hein. Premièrement. Et puis, la question que
c'est trop difficile. Il y en a qui crient au village, sur les éducateurs, c'est ci, c'est ça, puis ci, puis ça. Mais moi, je comprends, ça fait 25 ans que je suis dans la maison. Je comprends très bien. J'ai vu des opposants à ce que c'était la vie des éducateurs. Après une fois que j'ai dit ça en bas, ben c'était encore pire. Hein. Mais plutôt, il y avait encore un peu plus de politesse qu'il y en a maintenant. Il y avait beaucoup, même les enfants des éducateurs, ils ne saluent pas. Il y en a un qui a passé quand on était là-dehors, quand on est sorti, il n'a pas seulement dit bonjour. Notre temps, on ne saluait pas une personne âgée ou n'importe dans la rue. On ne saluait pas, eh bien c'était une claque, direct, sans autre. On savait ce qu'on avait à faire après. Je ne sais pas si je crois que je ne les attends pas ou bien quoi, mais je dis plus bonjour. C'est déjà ça, un manque dans l'éducation, un manque de la politesse. Vis-à-vis des personnes, n'importe quelle personne, pas plus les personnes du troisième âge que les autres, c'est tout du même. Hein. On entend beaucoup les critiques de ça, c'est le manque de politesse. Et puis c'est bourré quand ils veulent entrer dans un véhicule public, ou bien n'importe, dans une salle. Ils sont tous la même chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire déjà, premièrement, avec l'école. Les programmes qui sont à l'école maintenant. On leur apprend plus le livret. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils doivent faire un apprentissage. Comme dans mon métier, il faut savoir son livret. Il faut savoir calculer oralement et par écrit. Vous voulez prendre un diamètre, vous voulez calculer la distance entre les rayons, vous calculez la distance de 12 rayons, ou bien de 10, ou bien de 14 sur un moyeu. Il faut savoir son livret, il faut savoir calculer. En septième, en tiers, en quart, n'importe. On n'y apprend plus ça. On apprend la racine carrée, on apprend l'algèbre. Suivant quel métier, c'est ça qui me fait des études. Bon, et puis les nouvelles maths, là, comment tu dis? Moderne. Et c'est nul, ça. Après, question française, c'est encore pire. Nous, on a fait que l'école primaire. Les 9 ans d'école primaire, mais on pouvait écrire une lettre à faute à sortir de l'école. Et on avait tout. On avait le français, on avait le calcul, on avait la géométrie, l'histoire naturelle et tout ça. Beaucoup de choses, ils n'ont plus maintenant. Et on avait le chant, spécialement, parce qu'on apprenait encore à chanter. J'ai vu à l'Istal, la grande mes petites filles, la plus grande. Eh bien, ils ont 2 livres de chant. Ils font beaucoup de chant, en Suisse allemande. Ce qu'on ne fait plus ici en Suisse romande. Même dans des classes, ils l'ont aboli. Il n'y a plus de chant. Pourquoi? C'est une chose, ça, le chant, qui élève, qui a l'occasion d'alléger l'esprit et tout. C'est une chose qu'on n'aurait pas dû abolir. La vie, c'est quoi? Premièrement, c'est avoir un idéal et pouvoir vivre cet idéal. Moi, ça aurait été mon idéal, ça aurait été de partir comme missionnaire, artisan. Je n'ai pas pu le faire. Alors, on m'a obligé de faire un métier, et cet idéal, je suis parti là-dessus, et maintenant, mon idéal, c'est de former les jeunes à apprendre à aimer, à travailler, à aimer le bois, à connaître le bois, puis à le suivre. Et puis, premièrement, au point de vue moral, mon idéal, c'est que ma femme, quand j'aime ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, n'aient jamais à rougir de mes actes. Voilà, c'est le premier idéal de la vie, et puis croire qu'il y a quelque chose de plus haut que nous. L'Église, elle est là, elle n'est ni là-haut, ni là-bas, ni à Jérusalem, ni à Sion, ni tout partout. Elle est dans son cœur. Hein? Et j'ai déjà réservé ma place aussi pour aller au pied des rochers dormants. C'est là que je vais aller dormir mon dernier sommeil, à l'ombre du clocher. On revient toujours à son lieu d'origine. J'habitais 33 ans au Rhin, on ne l'oublie pas.
On a comme sa famille là-dedans, on a passé sa jeunesse, et où on a passé sa jeunesse, on est mieux revenir. Il y a des belles choses dans la vie. Moi, j'ai essayé de faire déjà depuis tout jeune. J'avais une chambre, donc à la maison, ben bon, mes parents ont été ce qu'ils ont été, mais ils m'ont permis, j'avais une chambre, une jolie chambre avec des grands fourneaux à banc. Ça fait que tous les soirs, je chauffais ce fourneau, puis malgré que j'étais pas là, tous ces jeunes, comme ces jeunes qui étaient domestiques ou bien qui ne savaient pas où aller, ils venaient dans ma chambre au lieu d'aller dans les restaurants. Alors là, quand j'étais là, on faisait de la musique, ou bien on jouait aux cartes, ou bien on jouait au tennis de table, n'importe. Alors quand je rentrais le soir des fois, minuit, 1h, il y en a deux qui dormaient dans mon lit, il y en a deux qui étaient sur le fourneau, j'avais un assez grand coffre à bahut, il y en a un qui était là-dessus, il y en a deux qui dormaient sur la table, j'étais obligé de les réveiller pour les coucher chez eux. Alors c'était mon plaisir d'avoir ces jeunes, comme si on veut, c'était un centre autonome.